Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend du moment où vous nous recevez. Le Nigeria, notre géant voisin de l'Est, peuplé de près de 200 millions d'âmes, vient de renouveler, et bien sûr, son président et ses députés. Sur 18 candidats, un a pris le dessus. Bola Tinubu, c'est son nom, issu du camp du président sortant Muhammadu Buhari. Et bien sûr, avec près de 8 millions de suffrages exprimés sur les 80 millions de votants, soit 25% des suffrages exprimés dans les 36 États que compte le Nigeria contre son challenger direct, qui lui s'en sort avec évidemment près de 6 millions de votants et de suffrages exprimés. Ceci ne s'est pas fait sans contestation de la part évidemment des deux candidats de l'opposition, Peter Obi et Atiku Abubakar, arguant de manipulation massive des résultats officiels. Comment comprendre le système électoral nigérian? Comment fonctionne-t-il? Et quels sont les grands enseignements que nous devons tirer de ce processus électoral qui vient de s'achever? Pour en parler au cours de cette émission spéciale, nous avons sur ce plateau deux invités, des journalistes évidemment. Abdoulaye Issa, il est ancien correspondant de la chaîne Sika TV du Bénin. Et lui, il est correspondant de la chaîne évidemment au Nigeria. Il est aujourd'hui à cheval entre le Bénin et le Nigeria. Monsieur Abdoulaye Issa, bonsoir. Bonsoir, cher doyen. Monsieur Peggy Ludovic, chez vous. Ça va. Merci de m'avoir invité. J'espère que nous allons quand même apporter quelques précisions par rapport au déroulement du scrutin présidentiel au Nigeria, également édifier les téléspectateurs de EDN TV. Ce sera grâce à vous. Merci d'être avec nous. En face de vous, il n'est plus à présenter, Marcel Zoumanou, directeur de publication du journal Nouvelle Tribune. Il est analyste politique, très amoureux du Nigeria, m'a-t-il confié en micro. Marcel Zoumanou, bonsoir. Bonsoir Peggy et bonsoir aux téléspectateurs de DEN TV. Je reste avec vous pour quand même être un tout petit peu curieux. Pourquoi êtes-vous si amoureux du Nigeria? Bon, est-ce que je vais dire amoureux? Je vais dire que je suis un peu passionné de ce pays. L'amour, c'est la passion. Oui, évidemment. Il y a de la passion dans tout amour. C'est un peu parce que pour moi, c'est un pays qui m'impressionne. C'est un très grand pays. Et de loin, on a l'impression que c'est un pays où les choses ne se passent pas très bien, où il y a un peu du désordre, mais pour ceux qui s'intéressent un peu au Nigeria, on sent qu'il y a un peu plus de sérieux qu'on ne l'imagine. Deuxième élément de fascination par rapport au Nigeria, c'est que vu la grandeur de ce pays, je rappelle ce que tout le monde sait, c'est la première puissance de l'Afrique. Première puissance économique, mais puissance en matière de population. Ah ouais, puissance millions humaine, on va dire. Voilà, plus de 200 millions d'habitants. C'est comment ils arrivent à faire de cela dans un contexte africain où même les petits États n'arrivent pas à résister à un certain nombre de contextes ou de conflits sociologiques. Comment ils arrivent à maintenir un État aussi puissant dans notre sous-région, malgré toutes les contingences que nous savons. Et enfin, comment ce pays culturellement influence l'Afrique. Vous savez qu'aujourd'hui, le cinéma nigérien a beaucoup d'influence sur les autres pays de l'Afrique et même du monde entier. C'est une industrie. Donc, carrément. Comment un si grand pays arrive à être géré dans un contexte africain. Vous pensez qu'un pays comme celui-là devrait être instable, c'est ça? Oui, parce que nous savons tout ce qui se passe ailleurs en Afrique. Un pays comme le Congo, la République démocratique du Congo, qui est un pays francophone, pays continent qui est aussi vaste que le Nigeria, mais n'est pas aussi peuplé que le Nigeria. Nous savons que depuis 1960, que ce pays est dans l'instabilité jusqu'à ce jour. Et donc, enfin, la dernière raison qui explique le fait que je m'intéresse, c'est parce que c'est le pays qui est à côté de nous. Et depuis des années, nous avons nos parents qui y vont, qui font leur affaire avec ce pays. Et pour moi,
c'est un pays avec lequel le Bénin devait avoir des relations vraiment particulières. Et donc, voilà les raisons qui expliquent le fait que je fais beaucoup attention passionné à tout ce qui se passe dans ce pays. Oui. Alors, Abdoulaye Issa, je rappelle, ou j'annonce aux téléspectateurs que vous venez là, tout droit du Nigeria, juste pour cette émission. Absolument. Franchement, merci beaucoup. Merci de vous être donné autant de temps. Le plaisir est partagé. Pour venir jusqu'ici, à Glodibé, il faut le dire. Alors, dites-nous un peu, ce pays-là est quand même proche du Bénin, un pays limitrophe, mais pratiquement tout ce qui se passe là-bas relève d'un mystère ici. Personne n'arrive à comprendre vraiment comment ça se passe. Comment expliquez-vous la chose? Au fait, merci quand même de m'avoir invité. Le confrère l'a dit tout à l'heure. Mais de loin, on pense que le Nigeria, c'est un pays désordonné. Excusez-moi un peu du terme, mais c'est comme une fourmilière. Et vous savez, dans une fourmilière, tout est organisé. Et il y a, je pourrais le dire ainsi, on sent quand même une certaine proximité. Ouais. Parce qu'on se connaît. Il y a des gens avec qui vous avez peut-être fait votre jeunesse et aujourd'hui vous vous retrouvez sur le tas ou bien pour gérer des activités. C'est un peu ça le système du Nigeria. Et il y a cette homogénéité. C'est-à-dire quelqu'un qui est venu du nord pour le compte du travail, il vient s'installer au sud, mais il n'a plus envie de retourner chez lui. Ou bien il a des enfants qui aujourd'hui grandissent, c'est-à-dire vont grandir dans le sud, mais automatiquement on les considère comme les ressortissants de cette partie. Parce que vous avez des Haoussa aujourd'hui qui se disent qu'ils sont Yoruba. Il y a des Yoruba également dans le nord qui se disent Haoussa. Donc voilà, il y a cette synergie, il y a cette synergie et cette communication qui passe avant tout. Et automatiquement, je vais vous dire quelque chose du Nigeria. Peut-être certains l'ont compris, mais si vous êtes un étranger aujourd'hui, automatiquement les gens le sauront. Ah oui? Non, mais si vous êtes, ça c'est évident. Ça, c'est évident, il n'y a pas de doute autour. Quand vous êtes un étranger, vous venez au Nigeria, que ce soit à Lagos, à Patakot, à Kano, à Kaduna, je ne sais pas, à Katsina ou à Abuja, vous êtes un étranger, automatiquement, ils le sauront. Wow. Parce que même au niveau de la gastronomie, au niveau du transport, au niveau également du savoir, comment on appelle, savoir-vivre, il y a tous ces aspects quand même qu'on ne néglige pas. C'est totalement différent. Voilà, ils ont cette notion d'observation et automatiquement on sent que vous êtes étranger. Mais alors, quand on sait que vous êtes étranger, c'est peut-être pas encore l'objet de cette émission, mais on peut rapidement. Quelle est souvent leur réaction? Est-ce que les gens sont portés à vous intimider ou alors à vous aider? Bon, il y a quand même ce côté positif. Quand vous êtes étranger au Nigeria, sans vous mentir, les gens, ils ont quand même cet esprit d'accueil. Ils aiment les étrangers, mais par contre, il y a des endroits, quand vous êtes étranger, les gens vont vous le dire. C'est-à-dire, je prends le cas du Grand Marché ou bien le quartier d'Oshodi aujourd'hui. Quand vous êtes un étranger, vous venez là, les passants, quand vous allez vous croiser, les gens vont vous dire, mais écoutez, n'allez pas à tel endroit. Il y a quand même cet amour de cette communication. On vous prévient. Oui, on vous prévient, parce qu'ils savent que eux, les autochtones, ils ne vont même pas franchir, il y a des lignes rouges. Parce que, excusez-moi un peu, on les appelle area boy ou bien comment on les appelle les enfants du ghetto. Il y a des quartiers où vous ne pouvez pas mettre pied. Donc, automatiquement, quand vous franchissez la ligne rouge, les gens vont vous dire, mais celui-là, certainement, c'est un étranger. On doit le rappeler, ils le font. Ils le font par moment, oui. On lui donne des bonnes informations. Voilà. Revenons maintenant à l'essentiel de cette émission. Présentez-nous en quelques mots le système électoral nigérian. Comment se présente-t-il? C'est un système quand même qui a connu des réformes positives pour le dire, parce que depuis Jega et le professeur Mahmoud Yacoub qui est venu, qui est l'actuel président, bon, on le dit chairman, permettez-moi de le dire en français, président de la commission électorale oui, indépendante du Nigeria, INEC, et il a quand même poursuivi les réformes. Et les réformes là sont avérées positives avec l'avènement des nouvelles machines. Et ces machines aujourd'hui, on ne perd plus le temps. Mais d'un côté, il y a eu quand même une lenteur. Et beaucoup, à travers ces lenteurs, je vais 3 jours quand même. 3 jours. Or, c'est des machines, quand vous avez ces machines, c'est automatique. Mais autre chose quand même qui a un peu impressionné les gens, il y a des localités où les machines ont été emportées. C'est-à-dire, oui, il y a des localités. La population a volé carrément. Oui, au niveau de Baelsa, également, j'ai des vidéos. Baelsa, également un peu vers le nord, les gens étaient venus, il y a
des gens qui étaient contre le vote, qui sont arrivés, et ces personnes ont emporté les machines. C'est quoi, automatiquement, ces zones-là n'ont pas été sécurisées, la police n'était pas présente. Imaginez, mais écoutez, un pays, comme l'a dit le confrère, un pays aussi vaste que le Nigeria, et avoir le nombre de forces de l'ordre, on ne pourra pas, je ne suis pas sûr s'ils pourront couvrir toute l'étendue du territoire national. Donc je disais, les réformes se sont avérées positives, et avec l'avènement de ces machines aujourd'hui, tout le monde était sûr que non, on aura quand même un scrutin clair, limpide et net, quoi. Maintenant, il y a eu quand même des remous, et c'est tout à fait normal. Il y a eu des contestations. Le peuple, ou du moins la jeunesse, aspire à un changement. Et il faut quand même féliciter Buhari. Moi, je le dis, je l'ai dit même avec les confrères, on a eu à animer une émission avant-hier. Je l'ai dit, j'ai dit Buhari a félicité. Ce n'est pas permis à tous les présidents d'accepter, céder le pouvoir, c'est-à-dire au moment opportun. Ce n'est pas possible. Bon, parce bref. On va en parler. On va en parler parce que c'est un aspect quand même qui est important. Mais je voudrais qu'on comprenne un peu le système politique. Il est fait de combien de partis politiques, comment ça se passe, comment devient-on, candidat d'un parti politique. Quelles sont les conditions pour qu'un parti politique naisse au Nigeria? Monsieur Peggy, on va pas polémiquer autour. Je préfère qu'on s'attarde un peu sur le parti au pouvoir. Si aujourd'hui le parti au pouvoir a connu des émiettements, c'est-à-dire au niveau de certaines localités, ce n'est plus un parti, excusez-moi du terme, ce n'est plus un parti politique, c'est un regroupement d'associés. Parce que si réellement Tinubu était le dauphin de Buhari, il ne devait pas avoir des candidats. Je ne sais pas si vous avez suivi, vous avez suivi un peu le processus. Tout à fait. Il y a eu des candidats, même le vice-président, le professeur Yemi Osinbajo était candidat. Le président du Sénat, Lawal, était candidat. Il y avait d'autres également, dans les coulisses, mais on ne les a pas refusés. On les a permis quand même d'aller, comme c'est la démocratie. Mais en réalité, vu la grandeur, vu le poids que Tinubu, c'est-à-dire pèse sur la balance l'échiquier politique nigérian, ce n'était pas possible qu'il y ait des candidats parce qu'il a financé, il a eu accompagné des politiciens. Donc tout ceci quand même m'amène à dire le parti au pouvoir a connu durant les 2 mandats de Buhari une certaine turbulence. Et c'est ce qui m'amène à vous dire qu'aujourd'hui, c'est cette histoire, cette turbulence qui a amené plusieurs partis à dire mais écoutez, on ne va pas quand même rester pendant 20 ans, 25 ans, les 2 partis, ADC, PDP, APC. C'est-à-dire le parti au pouvoir, le parti d'opposition PDP de Atiku. Et si vous faites un peu la jeunesse, vous regardez, vous verrez que tous ceux qui sont de APC aujourd'hui, le parti au pouvoir, étaient les anciens alliés du parti de Atiku, le parti PDP. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. Donc ça veut dire qu'en réalité, la politique nigériane aujourd'hui, c'est les mêmes têtes. Bon, n'empêche, on a eu quand même l'avènement de Peter Obi qui est venu, il y a Konkoso qui est venu, l'ancien gouverneur de Kano, il y a également d'autres mais n'empêche, toutes ces turbulences ont permis aux autres politiciens de dire, mais écoutez, il faut qu'on balaie l'ancienne... La vieille classe politique. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le climat ou bien le paysage politique nigérien est en train de changer. Et je suis sûr et certain que dans les 4 ans en tout cas l'avenir nous dira, et je suis sûr qu'il y aura un changement. Alors je vais me tourner vers Marcel Zoumenou. Au vu de tout ce que vous venez d'entendre par rapport au système politique et surtout la situation un peu véhémente qui s'est produite au cours ou avant et pendant les élections au niveau du parti au pouvoir, quels sont vos commentaires? Alors d'abord il faut préciser que et au sein du APC, comme l'a dit mon aîné, mon confrère qui vit au Nigeria, c'est que tous les partis, les grands partis, font en leur sein des élections primaires pour choisir un candidat. Et au cours des élections primaires, il y a eu effectivement, comme l'a dit mon aîné là, de voir 3 ou 4 candidats, dont Tinubu. Et il y a évidemment l'actuel vice-président Yemi Osinbajo qui était candidat. Je crois qu'il était venu en 3e position. Oui, en troisième position. Puisque j'ai suivi très bien ce vote-là. Et donc, il était venu en 3e. Donc, Tinubu, Tinubu, lui, il n'avait pas pu... charismatique. Il n'a pas pu traverser les mailles.
Oui, j'ai dit que c'est lui qui a été choisi par son parti. Et pourquoi? C'est ça que je voulais dire. C'est quelqu'un qui est très charismatique et qui, dans l'ombre, est un homme qui influence beaucoup les nominations dans l'ombre. Et on dit de lui qu'il est un homme de réseau et que la plupart des nominations qui ont été faites ces dernières années, même sous Buhari, et qui concernent la région dont il est originaire, je rappelle qu'il est Yoruba, et donc on les retrouve dans les États de Lagos, d'État d'Ogun et de l'État de Oyo, beaucoup plus. Dans les nominations de ces gens-là, il a beaucoup influencé. Et donc, pour beaucoup, c'était son heure qui a sonné. Et d'ailleurs, pendant la campagne, on a beaucoup entendu parler de son heure à sonner, son heure à sonner. Et donc, c'est sa grande surprise que, pour moi, en tout cas pour moi qui suis un peu l'actualité au sein de ce parti, qu'il a été désigné et qu'il ait fait ce score. Il ne faut pas oublier que son parti est au pouvoir. Et un parti au pouvoir dans le contexte africain, vous le voulez ou pas, il bénéficie de petites faveurs. Le Nigeria n'a pas échappé à la règle. Il est à côté de la marmite, donc ça veut dire que la grosse part lui revient. Voilà. Donc il y a ces petites faveurs dont il a bénéficié. Et l'autre chose dont il a bénéficié, c'est que son colistier qui est du nord de l'état de Borno, Shettima, voilà, qui est de Borno, a fait un travail formidable là-bas. Quand vous regardez un peu les États dans lesquels il a gagné, c'est les États de l'Ouest, du Sud-Ouest, de l'Ouest, un peu du centre, et les États du Nord où son colistier est très influent. Et donc, voilà ce que je peux dire sur son élection. Sur Atiku Abubakar. Bon, je crois que c'est la 6e fois qu'il est candidat. L'opposant éternel. C'est la 6e fois qu'il a été candidat. Il a été candidat les 2 fois contre Buhari lui-même. Il a été candidat contre Goodluck Jonathan. Et il a été aussi contre Yar'Adua. Oui, absolument. Donc, voilà. Donc, il est très connu. Mais la faiblesse du PDP, selon moi, cette année, c'est lié au fait que tout le monde, comme l'a dit, a envie de découvrir quelque chose qui est nouveau. Pour beaucoup de Nigériens, quelqu'un qui se présente une 6e fois, il n'y a pas quelque chose de neuf, quelque chose d'innovant qu'il peut apporter. Et donc, ça a joué contre lui. Et donc, pour moi, aujourd'hui, vous avez vu avec Peter Obi qui est venu pour la première fois, qui a fait un très bon score, moi je le dis, c'est le candidat anti-système parce que il y a cette tradition au Nigeria que le pouvoir se partage entre un homme du Nord et un homme du Sud, entre un musulman, un chrétien, de façon... C'est tacite et c'est comme ça depuis 1999 où la démocratie est revenue. Et donc, mais Obi a perturbé un peu le système. Il est venu, il a frappé parce qu'il avait un discours qui a captivé l'attention des jeunes et des femmes surtout. Il est allé sur des sujets auxquels les candidats de façon classique ne revenaient pas, le chômage, les problèmes de l'environnement, les problèmes d'insécurité, et il en a fait son chou gras. Et donc, pour moi, il y a quelque chose de nouveau, et ce quelque chose de nouveau est incarné par Peter Obi, qui, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent qu'il pouvait gagner, moi je pense que cette élection pour lui est un test. En apprentissage. Voilà, c'est un test pour lui. Et je crois que pour les prochaines fois, si les 2 grands partis ne s'organisent pas, l'abord parti, comme on le dit, va prendre le pouvoir dans les années à venir. Alors, Abdoulaye Issa, est-ce que désormais Peter Obi va compter dans le système politique nigérien? Non, mais écoutez, c'est évident, ça, il n'y a même pas de doute. L'autre chose qu'il faut comprendre, comme l'a dit le confrère, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. Peter Obi, aujourd'hui, a incarné, c'est-à-dire, il incarne le changement. Et le point, là où il a pu quand même poser, je vais dire, sa valise, il a su jouer sur la mentalité de la jeunesse. D'accord. Le chômage, l'inflation, l'insécurité. La rareté de billets aujourd'hui. Non, mais écoutez, si je vous dis, mais ça c'est arrivé comme ça, je crois, Buhari n'a pas mal fait. Ça, c'est un autre sujet, je crois, on aura quand même... On aura le temps de creuser. Donc, Peter Obi, il a quand même joué sur la communication. Ça, il ne faut pas le nier. Les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui est très, très actif. Il les maîtrise. Très actif.
Et aujourd'hui, je crois que c'est un système, bon, je pourrais dire qu'il est en train de montrer la voie aux potentiels candidats et pourquoi pas à nos chefs d'État également. Il faut accepter le langage. Il faut accepter, c'est-à-dire d'écouter son prochain. Ça, Peter Obi, il l'a eu, il l'a fait, et je crois que c'est les résultats. Le résultat est là. Il a eu plus d'un tiers, avec plus de 6 millions, écoutez, 6 millions pour la première fois. Très proche de et imaginez Atiku. si Peter Obi était avec peut-être un nordiste. Et qu'ils avaient fait la paire parfaite. L'autre chose encore, l'État de Tinubu, Lagos. Tinubu n'a pas gagné. C'est Peter Obi qui a gagné. Wow. Lagos, pour la première fois. Et Lagos n'a jamais perdu. Jamais. Ça, c'est aller vérifier dans les archives. Lagos n'a jamais perdu. Mais aujourd'hui, avec le score de Peter Obi, juste après l'annonce, on n'est pas en train, en tout cas personnellement, je ne suis pas en train de le supporter, mais à voir le score que le monsieur a fait, mais ça nous incite à nous dire, mais écoutez, si aujourd'hui la jeunesse a accepté, ça veut dire que les gens suivent de près les politiciens. Et à tout moment, ça peut basculer. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, lui, va prendre carrément la place de l'opposant numéro 1 dans le pays? Non, au fait, avec ce score aujourd'hui, la Atiku, politique, qu'on le veuille ou non, ils sont obligés de compter avec Peter Obi. Il a déjà marqué avec l'encre indélébile, c'est-à-dire il est déjà sûr, il est sûr et certain que la classe ou bien le gouvernement, le prochain gouvernement, va lui tendre la main. Et d'ailleurs, Tinubu l'a dit dans son premier discours, il a dit, mais écoutez, l'opposition, je vous invite, mon cœur et ma porte vous sont ouverts. Il l'a dit. Donc de là, je crois, il a compris, c'est un message très fort. À voir pour la première participation, imaginez, M. Péguil, ce qui est là. Peter, aujourd'hui, avec le score qu'il a fait, il a montré au peuple nigérien, il a montré à l'Afrique qu'à tout moment, on peut faire changer les choses et de manière positive. Alors, les deux, Peter Obi, Atiku Abubakar, ont contesté les résultats. Ça n'a pas de sens? Je vais vous dire quelque chose. Lors du décompte, le serveur de la commission électorale indépendante, INEC Nigeria, les pirates ont tenté de rentrer là-dedans. Dedans plus de 162 fois. Waouh! Donc ça a attiré l'attention du président de la commission pour dire, à des moments donnés, vous avez suivi, lors du décompte, il s'était obligé de surseoir. De tout arrêter. De tout arrêter. C'est ça qui a incité un peu l'opposition pour dire, mais écoutez, nous sommes là, vous nous avez invités pour dire, avec les machines que nous avons, c'est des résultats, c'est-à-dire on devait avoir les résultats tout de suite. Mais avoir ce que vous êtes en train de faire, ça veut dire qu'il y a déjà anguille sous roche. Et avoir également les résultats au niveau des différentes régions, ça a incité l'opposition à dire, mais écoutez, il n'y a jamais eu d'élection en Afrique sans contestation. Est-ce à dire qu'ils n'ont pas d'éléments? Parce ils ont des éléments. Ils ont quand même suivi le scrutin, ils ont fait suivre. Je vous ai donné l'exemple de Baelsa. Oui. Le scrutin, c'était le samedi. Mais à Baelsa, les gens ont voté le dimanche. Comment? Pourquoi? Parce qu'il y a eu, à des endroits donnés, il y a eu manque de matériel. Et par endroit également, pour raison de sécurité, les éléments ou bien les agents du bureau de vote n'étaient pas venus. Voilà. Et ceux-là, ils n'ont pas voté carrément? Non, ils n'ont pas voté. Mais ils ont voté le lendemain. Le lendemain. Donc tout ça, ça a attiré l'attention de l'opposition pour dire, mais écoutez, il faut quand même qu'on ait des chiffres exacts. Et la belle preuve, moi je ne suis pas là, je suis journaliste, j'observe et je commente. Nous sommes là pour donner l'information, pas pour attiser le feu. Mais à voir un peu ce que l'opposition est en train de dire, je dirais que c'est une guerre de bonne foi. Ils sont quand même fondés. Fondés, je ne saurais le dire, mais à voir ce qu'ils sont en train de dire, ça veut dire qu'ils ont des preuves. Et la belle preuve est que, c'est dit, la Constitution le dit, si vous avez des préoccupations, venez les poser. Venez les poser, déposer le recours, c'est comme ça. Mais quel est le système comment dire, la commission va C'est la même chose comme pour tous les États. Okay. Pour le Nigeria, comme pour le Bénin, comme pour le Niger. Il y a eu élection, les gens vont constituer des dossiers, certainement faire appel aux avocats ou huissiers qui vont constater, et après ils vont déposer les recours. Je crois qu'il y a un délai, et après, je crois, la Cour va statuer là-dessus. Mais alors, avec l'information essentielle que vous avez apportée sur ce plateau, les machines qui ont été importées, est-ce que tout ceci va peser quand même dans l'étude que fera? L'idée est que les gens ont demandé, après ces violences enregistrées dans les zones
cité, les ont demandé, ou bien les partis de l'opposition ont demandé à ce que ces élections-là soient reportées. Ou carrément, on reprend. Ils ont demandé, et je crois que c'est même ça. Ils ont demandé qu'on Ils ont demandé même la reprise de ces élections. Donc, ce n'était pas possible. Est-ce que ça peut... Et avoir le coup. Est-ce que c'est possible je dirais que c'est... Bon, comme on le dit en anglais, wait and see. Ça serait difficile, très difficile. Le coût, parce que préparer les élections en Afrique, surtout un pays comme le Nigeria, ce n'est pas facile. Le matériel qui a été déployé, le personnel, l'effectif, et également, si vous voyez le jour, mais c'était pas possible le jour-là. Il n'y avait pas de circulation, tout était bloqué, c'était l'angoisse, quoi. Il y avait la peur et tout le monde se disait, mais qu'est-ce qui allait se passer? C'est vrai, c'est les élections, mais il y avait cette psychose. Tout le monde avait peur. Donc maintenant, demander la reprise de ces élections, ça serait difficile. Ça serait difficile vraiment, ou ils pourront quand même obtenir gain de cause s'ils ont les éléments qu'il faut? Non. Malheureusement, le problème, ce sera la qualité des éléments qu'il faut. Moi, je ne dirais pas que ce serait difficile, je dirais que ce serait carrément impossible. C'est impossible. Oui, pourquoi? Le premier élément, comme l'a dit Chodala, c'est le seul pays en Afrique où on a pu reprendre l'élection, c'est au Kenya. Sinon, quelle que soit la nature des fraudes que vous soulevez, une fois que les institutions chargées d'organiser les élections donnent leurs chiffres, c'est validé. Ça ne change pas grand-chose. Ça, c'est le premier. Le deuxième élément, c'est que quand vous organisez une élection au Nigeria, ça n'a pas le même coût qu'une élection au Bénin ou au Niger ou au Choga. Je vous ai dit que c'est 36 États et c'est 200 millions, c'est près de le nombre de bureaux de vote, le nombre m'échappe, mais c'est pharaonique. Et donc, c'est des millions, on va dire. Même si on avait les moyens, comment reprendre tout ce travail? C'est ça ce qui rend presque la demande mais finalement, à quoi sert alors là où moi je dis qu'il y a un autre élément qui peut-être conforte la position des responsables, c'est que ce qu'on a eu cette année, c'est une forme améliorée, parce que pour la première fois, ils ont amené la biométrie avec Bevas qui est venu dedans. Et donc ce système est censé rendre le système un peu plus transparent. Crédible aussi. Et crédible. Éliminer les votes multiples et les votes des morts et des électeurs fantômes. Et donc, tout ce qui a créé le problème, c'est les tentatives de piratage du système serveur, qui a fait que le système, sinon, ce que le Nigeria a appliqué cette année, c'est un système un peu plus amélioré avec la biométrie. Et donc, pour moi, les arguments que tout homme politique sort quand il n'a pas gagné, où il y a fraude, où il y a eu des violences par-ci, par-là. Dans toutes les élections, il y a des violences. Au Nigeria, il y en a eu également. Mais je ne suis pas sûr et je ne crois pas que ces éléments pourront être assez solides pour amener l'annulation du scrutin. Et donc, pour moi, c'est déjà consommé. Et donc, avec le temps, ils vont accepter. Oui. Mais alors, l'autre chose aussi, je voudrais juste compléter. La belle preuve, hier, Tinubu a reçu son certificat. Voilà. À Abuja. Oui, mais écoutez, donc ça veut dire qu'on ne pourra pas vouloir d'une chose et son contraire. Ça serait difficile. Mais alors, cela m'amène à vous poser la question, vous deux. Mais la fiabilité de l'élection, qu'est-ce que vous en faites alors à ce moment, quand on voit les moyens, en tout cas les raisons que vous avez soulevées pour montrer que c'est quasiment impossible de reprendre. Mais alors, est-ce que c'est une élection fiable? J'ai juste deux réponses. La première, un pays comme le Nigeria, je dirais, à voir ce qui s'est passé, c'est vraiment exceptionnel. Exceptionnel. Vous le dites parce que vous l'avez vécu? Oui. À voir le nombre d'observateurs, à voir comment le monde entier avait les yeux rivés. C'est exceptionnel. 2, maintenant, la fiabilité de ces élections, qu'on le veuille ou non, quand vous écoutez les gens vont vous dire, mais écoutez, on n'a pas le choix. Tinubu, c'est l'homme qu'il faut. On l'appelle Jagaban, c'est-à-dire le parrain. Presque tous les politiciens. Je pourrais dire qu'il a été parrain. Qu'il soit de l'opposition, que de la mouvance. C'est quelqu'un, il faut le côtoyer. Là, on le voit avec sa fille, qu'il a toujours accompagné. Il faut le voir, il faut l'approcher, il faut l'écouter. Je vous dis, à Lagos ou à Abuja, vous parlez de Tinubu, les gens vont vous dire non, mais c'est notre papa. Avant qu'il ne soit président. Donc, je dirais que
excusez-moi un peu, si peut-être j'anticipe, c'était prévisible. Non, c'était prévisible. Imaginez que Peter Obi soit le vainqueur, mais on ne serait pas là. Hein. Oui, ça, je vais vous le dire. La belle preuve à Lagos, non, il faut le dire, nous sommes des journalistes. Quels sont les risques? La belle preuve à Lagos seulement, suite à l'annonce des résultats que Tinubu a perdu à Lagos, mais les Ibo ont été attaqués. En même temps? Oui, mais les faits sont là. Ce n'est pas Abdoulaye Issa qui le dit, mais les faits sont là. À Kano également, Konkoso a gagné, alors que le gouverneur est du parti au pouvoir. Mais il y a eu des mouvements, il y a eu des violences. C'est pour vous dire que, bon, à quelque chose, malheur est bon, mais on le dit parfois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais écoutez, c'est comme ça. Donc, demander ou bien poser la question à savoir par rapport à la fiabilité, je dirais, ils sont les seuls juges. Et non, écoutez, les seuls joueurs, mais c'est toujours comme ça. Donc, Tinubu a gagné, il a pris son certificat. Si je crois la Cour, la commission électorale a anticipé un peu les choses pour lui remettre le certificat, mais écoutez, il faut accélérer les choses pour vraiment éviter sortir un peu de cette dédale. C'est ça. Marcel Douanou, donc la fiabilité, finalement, n'a rien à dire là. Oui, bon, le Nigeria, oui, est en train de faire son chemin. Et je le dis toujours, contrairement à nous, la démocratie est revenue en 1999. Ça veut dire que notre démocratie est plus vieille que la démocratie au Nigeria. Et donc, ils sont en train de faire leur chemin. Leur processus. Leur processus, pardon. Et donc, avoir un système qui est 100% perfectionné ou performant, je crois que on ne peut pas s'attendre à ça tout de suite parce que, comme je le dis, le Nigeria, c'est un moteur diesel et donc il faut attendre que les choses évoluent lentement. Et je crois qu'ils sont en train de travailler pour rendre le système très, très perfectible. Mais ce qu'ils ont aujourd'hui, ce n'est pas si mal que ça. Et donc, tous les candidats, avant de se présenter, connaissent l'état du système. Et donc, ils sont obligés d'accepter. Alors, ce que je vais dire par rapport au risque de contestation des élections, c'est qu'effectivement, s'ils étaient, par exemple, Obi, par exemple, les contestations seront beaucoup plus vives. Simplement parce qu'au Nigeria, il y a une sorte de phobie, je vais dire, de laisser le pouvoir ou bien de donner le pouvoir aux Ibo. On n'est pas prêt à le faire. Voilà, ce n'est mentionné nulle part, mais il y a cette réticence. C'est dans les têtes, il y a cette réticence. Je ne dirais pas une phobie. Le mot phobie est peut-être... Oui, bon. Et donc, je reviens à vous rapidement sur la question, laissons-le finir. Depuis cette histoire de la guerre du Biafra qui a fait qu'il y a eu cette réticence par rapport aux Ibo et au fait qu'il faut leur donner le pouvoir central. Et donc, si c'était Obi qui avait gagné, il y aurait beaucoup plus de contestations que Tinubu, qui est Yoruba, qui est très introduit dans le système et qui a des influences dans la zone sud-ouest, mais aussi dans le centre et dans le nord. Et quand vous regardez très bien la cartographie des États gagnés par chacun des candidats, vous allez constater que Tinubu est celui qui a gagné d'États dans plus de régions. Oui. Les États dans lesquels il a gagné sont beaucoup plus répartis que les autres candidats. Mais quand vous regardez Obi, il a gagné dans la zone du Delta et les États Ibo. Et un peu, il a pris 2 ou 3 États vers le nord, qui est la zone où il y avait son colistier. Et donc, c'est ça. Donc, pour moi, celui qui pouvait gagner, c'est lui qui a gagné. Simplement. Oui. Alors, Abdoulaye Issa, dites-nous, pourquoi cette réticence vis-à-vis de la communauté Igbo? Pourquoi les gens ne voudraient pas les avoir à la tête de l'État? Je ne dirais pas réticence. Réticence, excusez-moi, c'est un peu trop dit. De coutume, les Igbo, en quelque sorte, on sait que c'est des gens qui sont plus dans le système de business. C'est-à-dire, ils ne sont pas dans la politique. Qu'est-ce qu'il faut vendre, qu'est-ce qu'il faut acheter. C'est un peu ça. Quand vous allez à Lagos, en tout cas dans tous les États, voilà.
money is the time is the money. Pour eux, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire, ils n'ont vraiment pas leur idée. Ici, c'est les Yoruba qui ont Maintenant, beaucoup cette tendance. Voilà. L'autre chose est que Obi, comme l'a dit mon confrère, Obi c'est plus appesanti, à dire sur les églises. Ok. Oui, ça, il faut le reconnaître parce que j'ai eu à faire un travail. J'ai sondé un peu le terrain. Vous verrez que presque toutes les églises, il y a quand même un temps de communication pour dire, écoutez, il nous faut ce candidat. Il faut voter pour telle personne. Et quelle est cette personne? Qui est ce candidat? C'est Peter Obi. Ça, c'est clair. Et quand vous allez même sur les réseaux sociaux, vous verrez presque les prêches ou, je ne sais pas, les cultes du dimanche, vous verrez que c'est lui. Une campagne à visage découvert, quoi. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, parler des Ibo, sans vous mentir, on ne les sent pas sur l'échiquier politique. Ils sont plus dans l'économie. Parce que quand vous parlez, même aujourd'hui, Okonjo-Iweala, elle a été ministre des Finances. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est, excusez-moi un peu, c'est comme au Bénin, quand on parle de Adja, on parle de fonds, on parle de Goum. Vous savez que c'est toute une communauté, mais avec pas les mêmes traditions. Donc c'est un peu ça comme chez les Ibo. Même au sein de la communauté Ibo, c'est plusieurs classes, ou bien plusieurs clans. Plusieurs variantes. Donc, c'est pour vous dire que en réalité, on ne les a jamais sentis sur l'échiquier politique. Donc, l'avènement de Obi aujourd'hui, pour eux, c'est quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il faut? Non, il faut l'accompagner. Et quand vous voyez un peu ceux qui ont pris leur carte d'électeur aujourd'hui, mais la majeure partie dans le Delta, les gens n'ont pas failli. Ils sont sortis, ils ont pris leur carte. Mais le danger, pour aller sur le terrain politique, il faut une préparation. On n'anticipe pas. Mais Obi aujourd'hui a eu la chance de savoir que non, il peut compter sur la jeunesse. Mais comment? Pour compter sur cette jeunesse aujourd'hui, il lui faut nécessairement s'associer, pactiser avec peut-être le Nord. Ça, il le faut. Sinon, imaginez un peu, je vous l'avais dit tantôt, j'ai dit si Obi était avec Konkoso ou bien il était avec Atiku, mais ça allait vraiment prendre. Il allait pulvériser. Mais maintenant, le danger, dire qu'on ne veut pas aller avec les Ibo, c'est trop dit. Les gens ont pris conscience, c'est sûr qu'ils vont revoir les cartes. Mais revoir les cartes dans le sens positif. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'ils enlèvent ça de leur mentalité. Parce que quand vous êtes dans une communauté et que vous-même, en tant que personne, vous vous mettez à l'écart, les gens vont vous fuir. C'est ça. Aujourd'hui, les Ibo ont compris. Même au Bénin, je ne sais pas si vous sondez le terrain, vous verrez qu'il y a des Ibo qui sont devenus béninois. Ouais. Mais dans le temps, ça ne se faisait pas. Donc, c'est pour eux maintenant l'occasion de se racheter. Voilà. Alors, l'autre élément qu'on a remarqué parmi les candidats, c'est quand même une dame. Une dame? Oui. Une seule? Oui. Qui s'est portée candidate. Est-ce que la chose était possible, dans le contexte nigérian? Est-ce que les gens sont prêts à se laisser diriger par une femme? Bon, sera très difficile de dire oui, parce que le Nigeria, comme la plupart des pays africains, on est toujours un peu des préjugés, on a toujours des préjugés sur la capacité des femmes pour diriger. Je crois qu'en dehors du Libéria, Libéria, il n'y a pas un autre... Qui était dans un contexte particulier. Il n'y a pas encore beaucoup d'États où des femmes sont devenues présidentes de la République, même si par ailleurs on sait que de temps en temps il y a des femmes qui sont candidates. Même chez nous, il y a eu des femmes. Tout à fait, il y a eu beaucoup de femmes. Et donc moi je crois que ce n'est pas spécifique au Nigeria, c'est spécifique à tous les pays africains. Et qu'il y a un combat à faire par les femmes, mais aussi par nos populations pour accepter cela. Et donc, au cas, ça va prendre. Et peut-être cette dame qui a une brave dame, parce que oser être la seule parmi autant d'hommes, c'est être courageuse. Donc, le temps sonnera où cette femme-là, ou bien d'autres femmes qui ont le même courage, vont gagner. Mais moi, je crois que pour le moment, le temps n'est pas encore venu, surtout dans un pays un peu où l'islam, je crois, majoritaire, qui est la religion majoritaire, et puis les problèmes de Boko Haram, des organisations terroristes, ça ne facilite pas la tâche à l'émergence des femmes. Vous avez cet avis, vous qui êtes parmi eux? C'est une première et elle est à féliciter parce que presque tous les candidats l'ont félicité.
ça a quand même démontré qu'il y a Mais l'alternance à dire... on lui a quand même pas fait de cadeau. Non, mais... On l'a félicité, d'accord, mais on lui a montré quand même que... Et moi, je ici, dirais, elle a montré la voie. Maintenant, reste aux autres quand même de participer aux activités politiques parce que, comme l'a dit le confrère, c'est vrai, être candidate, c'est bien, mais pour être candidate, il y a un combat qu'il faut mener. Et ce combat, c'est de pouvoir participer aux activités politiques, les réunions politiques, aller à l'école de la politique. Parce que c'est vrai, on ne peut pas être candidat sans un programme. On ne peut pas être candidat sans pour autant accepter, faire face aux défis. Parce que vous imaginez une seule dame parmi 17. Il y avait 18 candidats. Tout à fait. Une seule dame, mais ce n'est pas possible. Mais je dirais qu'aujourd'hui, le Nigeria est en train de prendre, c'est-à-dire de l'envol. Surtout permettre aux femmes quand même avec les dissidences et la mentalité, les femmes comprendront qu'il le faut à des moments donnés. Sans elles, on ne pourra pas aller de l'avant. Et je crois la belle preuve avec l'ancienne ministre des Finances, elle a essayé, elle a aidé, elle a boosté, elle a accompagné des femmes à divers niveaux. Et également, comme vous l'avez dit, au niveau du Adamawa, il y a une dame aujourd'hui, elle est candidate. Et je suis sûr, elle est même sur le point de devenir gouverneur. Vu le score, oui, Benoni, elle a essayé. Et elle est là jusqu'à présent, elle est la seule. Paraît-il même qu'elle a quand même toute la population derrière elle. Donc c'est pour vous dire que l'autre n'était pas la seule. Mais pour que les femmes participent, il faut qu'il y ait plus d'adhésion et que l'émancipation soit réelle. Mais est-ce qu'on sent l'engouement au niveau des femmes? On sent l'engouement, mais c'est un problème de sensibilité. Imaginez un pays où il y a presque, disons, pas 80%, mais 70% de musulmans. La femme va se retrouver au sein, ça serait difficile. C'est un gros combat. C'est un gros combat. Mais ça commence par prendre. Parlez-nous un peu des députés du système, parce que c'était en même temps une élection présidentielle et sénatoriale et puis des législateurs. Vous savez, pour ces élections, nous avons 3 urnes. La première pour l'élection présidentielle, la seconde pour le Sénat et la troisième pour les législateurs. Maintenant, c'est pas évident. Le seul Nigérien a 3 postes à parcourir pour accomplir son vote. Non, c'est au niveau du même. C'est ensemble. Oui, c'est ce que je dis. Mais l'idée est que vous pouvez avoir, comme Tinubu a perdu à Lagos maintenant, ça ne veut pas dire qu'il peut perdre au niveau du Sénat. D'accord. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le schéma. Ouais. C'est-à-dire, vous avez la chance de perdre pour l'élection présidentielle, mais rattraper, vous gagnez au niveau du Sénat. Oui. Mais presque, ce qui s'est passé maintenant, il y a eu vraiment un changement. Parce qu'il y a des sénateurs qui ont perdu leur poste. Il y a des sénateurs qui ont perdu. Parce que la population a compris. Je vous donne l'exemple de Kaduna. Il y a un sénateur, bon, je ne veux pas donner le nom, je préfère taire le nom. Il est venu, les gens ont commencé par donner du riz, de la farine, mais la population a refusé. Waouh! La population a refusé. À Kaduna. Les gens ont dit non, pas question. Ils ont refusé. Malheureusement pour le gars, il a perdu. Mais pourtant, il était bien parti. Le premier mandat, paraît-il qu'il a fait KO. Hein. Ah ouais? Oui, il a fait KO. Mais pour les élections passées, il a perdu. Ça veut dire qu'il n'a pas bien agi. À Kano également, le nouveau parti NPP de Konkoso, le parti a remporté. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a des zones également, un peu partout, à travers les 36 États, où le parti au pouvoir a perdu ses sénateurs. Donc c'est vraiment, ça nécessite une méditation. Il faut comprendre que les policiers aujourd'hui, à tout moment, quand ça bascule de l'autre côté, ça veut dire que la population est fatiguée. Le système, il y a quelque part où ça ne marche pas. Alors, la suite? La suite, elle est là, on attend. Le nouveau président va prêter serment en mai. Il lui reste encore du temps, oui, en mai prochain. L'idée est que maintenant, il fera face à des défis. Et ça ne sera pas vraiment... Quels sont ces défis-là? Il ne va pas pouvoir donner sur ses lauriers, ça c'est clair et net. Oui, parce que je l'ai dit tantôt, Buhari avait instauré un système. Il avait fait face, disons, il a joué un rôle important pour ramener la paix au nord. Cette histoire de Boko Haram, c'est vrai, ça sévit encore, mais quand même, on ne sent plus. Sensiblement, c'est réduit. Cette histoire de sécurité, la corruption, c'est vrai, il est venu lors de son premier mandat, il l'a dit, il fera la guerre à la corruption, mais on n'a pas senti.
Il n'a pas pu. Bon, il n'a pas pu parce qu'en réalité, aujourd'hui, ce qui se passe au Nigeria, quand vous regardez même avec la commission de lutte contre les infractions économiques, beaucoup de gens ont été arrêtés, mais on les a relâchés. Il y a eu des dossiers avec... il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite avec ces dossiers. Et l'autre situation, c'est l'inflation. Le grand problème aujourd'hui, le Nigérian aujourd'hui vit... le panier de la ménagère est complètement... Expliquez-nous un peu ce problème de billets. Il y a de nouvelles coupures, mais il y en a... L'idée, c'était quoi? Laissez-moi finir la question. Oui. Par rapport aux coupures de 500 billets Naira de 500, et de de 200, on ne sait pas, mais vraiment expliquez-nous. L'idée, c'était au départ un changement de billets. On nous a dit, mais dans le mois de fin janvier, qu'il y aura les nouveaux billets en circulation. Malheureusement, fin du mois de janvier, on n'a rien vu. La population a commencé par se déplacer. On va au niveau des guichets automatiques, il n'y a rien. Maintenant, le gouverneur de la Banque centrale dit, mais attendez, jusqu'à mi-février, la situation va se décanter. Malheureusement, on apprend que c'est pour lutter contre la vente ou bien l'achat de conscience lors des élections que le président... D'après les rumeurs, que le président a pris cette décision. Et effectivement, ça s'est avéré, la situation, il n'y a plus de billets. Écoutez, vous allez même... Mais comment les gens... Non, mais c'est comme ça on vit, on est obligé de le faire. On n'arrive plus à acheter, c'est ça? Il n'y en a pas. Vous faites la transaction, parfois le service même, l'Internet, vous avez des problèmes de connexion. Et vous allez même pour acheter, la personne vous dit, mais je ne prends pas, je prends le cash. Waouh. Il n'y a plus les gros billets, on n'en trouve même pas. Mais comment la population se débrouille? Mais écoutez, on dit vaille que vaille, à la guerre comme à la guerre. Donc c'est un peu ça le système. Ça doit être une galère. Hein? Sincèrement, je ne dirais pas le contraire. Marcel Djoumeni, par rapport aux défis et cette rareté de billets? Alors, moi je crois que les défis qui attendent le président Tinubu sont connus. Hein. Le premier, c'est la sécurité. Vous savez, le Nigeria est confronté à 3 ou 4 variantes formes d'insécurité. Il y a Boko Haram qui est connu, qui est en train d'être circoncis actuellement, et une bonne partie est entrée vers le Cameroun. Il y a le problème des groupes séparatistes ou des mouvements d'émancipation du delta du Niger. Ça aussi, c'est une autre préoccupation. C'est un gros problème. Ça, c'est des groupes qui sont dans le sud-ouest, mais qui, certains ont des revendications séparatistes. Nous voulons être un État à part, ou bien d'autres qui demandent à ce que les réserves pétrolières, une part des recettes qui proviennent des réserves, les soient distribuées. Et donc, c'est des problèmes qui existent depuis toujours. Et enfin, il y a un troisième problème d'insécurité, c'est le problème des groupes armés qui font des kidnappings, et appellent les gens maintenant pour demander des rançons pour donner chose. Et donc, c'est un mélange de problèmes. Et ça, c'est le premier défi du président Tinubu, la sécurité. Le deuxième défi, c'est la corruption. Il y a une institution comme ici qui s'occupe de la corruption, mais les résultats, comme on le dit, sont mitigés et n'arrivent pas à régler réellement le problème. Et donc, si le Niger veut rester toujours la première puissance économique, je crois qu'il faut vraiment régler le problème de la corruption. Et enfin, les autres problèmes, c'est des problèmes que la plupart des pays africains connaissent. Le problème de chômage, il faut trouver une solution. J'ai lu les statistiques tout à l'heure, plus de 45% des jeunes de moins de 30 ans sont au chômage. Donc c'est un problème pour le pays. C'est un vrai problème. Il faut régler ce problème. Il faut régler. Donc pour moi, les trois problèmes, les trois urgences que le président Tinubu doit régler, c'est le problème de sécurité, de la corruption, du chômage. À cela, il faut ajouter le problème d'inflation. Mais le problème d'inflation n'est pas particulier au Nigeria, c'est un problème de tous les pays actuellement du monde à cause de deux phénomènes, Covid et puis la guerre en Ukraine, qui ont fait qu'il y a de l'inflation partout. Je crois que... mais la pénurie de billets, le problème de pénurie de billets, c'est un problème spécifique. Le président Buhari, comme l'a dit, a décidé à un moment donné de faire sortir tous les anciens billets, de remplacer par de nouveaux billets, que malheureusement on retrouve. Une manière pour lui de contrôler. Et donc, comme son parti a gagné, et comme celui qui a gagné, c'est son bon ami, bon petit entre-griffes, voilà, comme on le dit,
peut-être que les nouveaux billets vont sortir. sortir. Oui, puisque vous savez, quand ça frappe au Nigeria, ça nous touche ici. Ouais. Nous déjà, avec l'élection, l'élection, c'est sur ce point-là que nous allons finir cette on émission. achetait déjà l'essence à 500, 550, 550, à Porto-Novo, 475, 500. Mais on se posait même la question de savoir, mais pourquoi ça ne tombe pas, le prix? Non, je crois qu'après l'élection, ça va tomber. Ça va progressivement tomber. On le souhaite vivement. On le souhaite vivement. Et donc voilà ce que je peux dire. Comment on peut vivre ces conséquences sur le Bénin? Bon, pour le Bénin, je dirais. Quel est le bien que le Bénin peut tirer? Pour le Bénin et le Nigeria, c'est comme des jumeaux. Hein. Ça, je le dis. L'histoire l'a dit. La seule chose est que c'est une doléance pour nos autorités, faire en sorte que la population vraiment bénéficie et profite également de ces liens de proximité. Je crois, les autorités béninoises sont en train de le faire, précisément le chef de l'État. C'est le lieu de les féliciter également. On ne le voit pas beaucoup au Nigeria, le chef de l'État. Peut-être j'aurai la chance de le rencontrer, je le lui dirai. Il faut lui filer les tuyaux, n'est-ce pas? Donc, pour finir, c'est pour vous dire qu'on serait dans la prière, après ces élections, vraiment que les choses redeviennent à la normale pour le bonheur des uns et des autres. Marcel? Non, moi je crois que je fais partie de ceux qui disent qu'il faut, même si on ne peut pas avoir un ministère qui s'occupe des relations avec le Nigeria, avoir tout au moins au ministère des Affaires étrangères une direction qui s'occupe des relations avec le Nigeria. C'est très important parce que on ne peut pas avoir la première puissance économique à côté de nous et ne pas en bénéficier. Et continuer de souffrir comme nous souffrons. Vous savez qu'avec le président Buhari, les relations entre lui et le président Patrice Talon n'étaient pas tendres. La frontière est restée fermée. Selon mes informations, c'est toujours officiellement fermé. Wow. Et donc, il faut travailler à ce qu'il y ait plus de fluidité. Et que le commerce entre le Bénin et le Nigeria puisse prendre un peu plus de volume dans la balance commerciale des deux pays. C'est vrai que le Nigeria est en train de pratiquer une politique de conservation de son économie, en train de lutter contre la contrebande, surtout la contrebande des denrées vivriers comme le riz qui proviennent des pays asiatiques. Et tout le reste. Mais je crois que c'est ensemble que les deux pays doivent se mettre ensemble, travailler pour que ça puisse être un partenariat gagnant-gagnant pour le Nigeria et le Bénin. On ne peut pas se séparer, le Bénin ne peut pas se séparer du Nigeria, le Nigeria ne peut pas se séparer du Soudan. Le président Kérékou avait l'habitude de dire, non, je crois que c'est Yahi Boni qui avait l'habitude de dire que le Bénin n'est que le 37e État du Nigeria. Est-ce qu'il faut travailler effectivement à cet avènement, que le Bénin soit le 37e État? Ce sera la suite normale de cette émission dans le cadre d'un autre numéro. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis dans le cadre, bien sûr, de cette émission spéciale consacrée à l'élection présidentielle et législative qui s'est déroulée notamment au Nigeria. Nous avons pu rentrer un peu dans le système électoral, en comprendre un peu certaines choses, certaines bonnes précisions, et puis quelques analyses sont venues pour comprendre réellement les dernières élections, comment elles se sont tenues. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour une nouvelle émission consacrée évidemment au Nigeria incessamment sous peu.